La devise de la France. On nous l'apprend à l'école, c'est écrit sur tous les bâtiments publics. Ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Trois mots puissants, trois promesses républicaines. Mais aujourd'hui, ce sont des slogans, ils décorent les frontons pendant qu'on les piétine à l'intérieur. Liberté, elle est sous condition. Égalité, elle a été déformée en nivellement obligatoire. Fraternité, elle a été confisquée par l'administration. On vous dira que ces valeurs sont toujours là, qu'elles vivent à travers nos institutions. Mais dans les faits, dans la vie réelle, elles ont changé de sens. Elles ne protègent plus, elles contrôlent, elles punissent. Liberté, égalité, fraternité, trois piliers de la République, trois masques qui ne cachent plus rien, trois fondements en décrépitude. Pilier principal du libéralisme et fondement non négociable d'une société saine. Soyons honnêtes, la liberté n'est plus qu'un mot. En France, on est libre de payer, de remplir des formulaires, de se taire quand l'administration a décidé pour nous. Mais libre de choisir, de produire, de transmettre, d'entreprendre, pas vraiment. Parlons d'un sujet tabou, dans un pays qui prétend être une démocratie. La disparition progressive de la liberté. Pas dans les slogans, pas dans les discours, mais dans les faits, dans le quotidien, dans les chiffres. En théorie, la France est une république fondée sur les libertés fondamentales. Elles sont inscrites noir sur blanc dans la Constitution. Liberté d'expression, liberté d'entreprendre, liberté de conscience, droit à la propriété privée. Mais dans la pratique, ces libertés sont de plus en plus conditionnées, limitées, surveillées, voire suspendues dès qu'elles dérangent. Elles ne sont plus des droits. Ce sont des permissions accordées à condition de ne pas faire de vagues. Pour la liberté d'expression, tu veux critiquer une politique de santé publique, tu es complotiste. Tu parles de fiscalité ou de privilèges administratifs, tu es dangereux pour la cohésion sociale. En 2022, plus de 1000 demandes de retrait de contenu ont été adressées par l'État français à des hébergeurs, au nom de la sécurité publique. Et ce chiffre ne tient même pas compte de la censure indirecte par l'Arcom ou des pressions économiques exercées sur les créateurs de contenu. YouTube a déjà supprimé plusieurs dizaines de chaînes politiques françaises, notamment à droite de l'échiquier, sous pression d'associations ou d'instances publiques. Des bibliothèques municipales ont retiré des ouvrages sur la pandémie, sur la transition écologique ou sur des débats identitaires, jugés polémiques. Et des créateurs de contenu ont été interdits bancaires, sous prétexte idéologique. Et pendant ce temps, on ose encore parler de pluralisme. Un autre exemple emblématique d'une liberté fondatrice, la liberté d'enseignement, devenue suspecte. Depuis la loi Blanquer de 2021, l'instruction en famille est interdite par défaut. Il faut une dérogation exceptionnelle, acceptée par le rectorat, et souvent refusée. Résultat, plus de 5000 familles contraintes de rescolariser leurs enfants, malgré des projets pédagogiques solides. Tu veux créer une école indépendante? Prépare-toi à des contrôles inopinés tous les trimestres, un harcèlement administratif permanent, et souvent des refus d'homologation. Non motivés mais parfaitement efficaces pour décourager toute tentative. Par exemple, en 2022, sur 187 projets d'écoles indépendantes recensés par la Fondation pour l'école, plus de 40% ont été bloqués administrativement avant même l'ouverture. Pendant ce temps, des établissements publics en échec ne sont jamais restructurés au nom de l'égalitarisme. Voilà où on en est. La liberté en France est toujours proclamée, mais dès qu'elle s'incarne concrètement dans un discours, un projet éducatif, une manifestation ou une entreprise, elle devient une menace potentielle pour le pouvoir. Et ce pouvoir, qu'il soit administratif, judiciaire ou politique, n'a jamais autant parlé de liberté que depuis qu'il l'encadre. S'il y a une liberté dont on ne parle jamais, c'est pourtant celle qui détermine toutes les autres. La liberté économique. Celle de produire, d'échanger, de posséder, d'investir, de transmettre et d'en récolter les fruits. Mais en France, l'État ne la garantit pas. Il l'encadre, il la soupçonne, il la punit. Tu veux ouvrir une entreprise, prépare-toi à un parcours du combattant. Même pour une micro-activité sans salarié, tu dois te déclarer auprès de l'URSSAF, obtenir un numéro SIRET de l'INSEE, passer par le greffe du tribunal de commerce, créer un compte pro, souscrire une mutuelle obligatoire, t'inscrire à la caisse de retraite, déclarer ton activité à la DGFiP, etc. Et malgré la promesse du guichet unique, le système est bancal. En 2023, plus de 24 000 créations d'entreprises ont été bloquées pendant plus de 30 jours à cause de dysfonctionnements informatiques et d'incohérences de procédures. Et ce n'est que le début. Avec une TPE, une activité libérale ou une micro-entreprise, tu deviens un collecteur d'impôts malgré toi. Tu factures avec TVA et tu dois la reverser à l'État, tu payes des cotisations sociales même si tu n'as pas encore encaissé 1 euro, tu payes la CFE même si tu n'as réalisé aucun chiffre d'affaires. Et attention à la moindre erreur. Une déclaration trimestrielle oubliée, amende forfaitaire. Un mauvais code APE, tu peux payer la mauvaise caisse et devoir tout recommencer. Un dépassement de seuil micro, tu bascules dans le régime réel sans l'avoir demandé. Résultat, en 2022, plus de 45% des auto-entreprises cessent leur activité dans les 18 premiers mois, selon l'INSEE. Et près de 28% des indépendants déclarent gagner moins que le SMIC, malgré parfois plus de 50 heures de travail hebdomadaire. Tu veux juste gagner ta vie, créer de la valeur, avancer, on te traite comme un suspect fiscal. Tu veux transmettre ce que tu as construit,
pour un bien immobilier transmis à tes enfants, tu paieras 20% de droits de mutation à partir de 100 000 € par parent et par enfant, et jusqu'à 45% au-delà de certains seuils. Pour une entreprise transmise dans le cadre familial, des exonérations existent, mais elles impliquent des conditions sur la durée de détention, la fonction du repreneur, la localisation, le capital. Autrement dit, tu as le droit de transmettre à condition de faire exactement ce que l'État veut. Et attention, aucune reconnaissance du patrimoine que tu as créé. Que tu aies travaillé 60 heures par semaine pendant 30 ans ou simplement touché un héritage, tu seras taxé pareil. En résumé, tu travailles, tu es taxé, dès le premier euro. Tu réussis, tu es surtaxé. Et on te dit que c'est normal, pour la solidarité. Tu veux transmettre, tu es puni, au nom de la lutte contre la reproduction des inégalités. Et pendant ce temps, les niches fiscales restent ouvertes pour les grandes structures, les subventions pleuvent pour les projets subventionnés politiquement corrects, et les fonctions publiques protégées échappent à la concurrence que toi, petit entrepreneur, tu dois affronter chaque jour. En France, tu es libre d'entreprendre, à condition de ne pas déranger l'ordre établi. Tu es libre de créer, tant que tu acceptes d'en renverser la moitié. Tu es libre de réussir, tant que tu t'excuses de le faire. La France, c'est le pays des normes. Ici, la norme n'est pas un outil de cohérence, c'est un instrument de contrôle. Une toile d'araignée invisible qui transforme chaque projet, chaque initiative, chaque démarche, en course d'obstacles kafkaïenne. On dénombre aujourd'hui plus de 400 000 normes techniques et administratives en vigueur, et chaque année, on ajoute 1200 décrets, 7000 arrêtés, plus de 300 lois modifiées ou créées, sans parler des milliers de circulaires, règlements internes, recommandations, chartes, guides, consignes provisoires, etc. On parle de liberté encadrée, mais en réalité on vit dans une société où la norme précède l'action, et où toute initiative devient suspecte si elle ne suit pas le protocole exact. Aujourd'hui, chaque citoyen est un suspect en puissance. On ne vit plus dans un pays de liberté, mais dans un pays de présomption de fraude généralisée, où tout comportement un peu autonome est surveillé, fiché ou signalé. Ton compte bancaire, il est automatiquement surveillé par Tracfin à partir de 10 000 € de mouvements mensuels cumulés ou de transactions inhabituelles. Ton banquier a l'obligation légale de signaler tout comportement suspect, même s'il n'y a rien d'illégal. Tu retires 2 000 € en liquide, tu es signalé au fisc et tu dois justifier l'usage de ton propre argent si on te le demande. Certains guichets exigent même un justificatif écrit, même en dessous de 1 000 €. Tu veux ouvrir un compte à l'étranger ? Tu dois le déclarer à l'administration fiscale sous peine d'amende de 1 500 € par compte non déclaré. Même un compte Revolut, Nickel ou Wise, utilisé pour des dépenses courantes, doit être mentionné. Résultat, ce n'est plus vraiment ton argent. C'est un flux sous contrôle que tu dois justifier à tout moment. Et ce contrôle ne s'arrête pas là. En 2024, l'administration fiscale a utilisé des données issues de réseaux sociaux, photos satellites, Google Earth, et même des drones pour repérer des terrasses, piscines et abris de jardins non déclarés. 140 000 constructions illégales repérées, plus de 40 millions d'euros de redressement lancés. Pas grâce à des visites humaines, mais via des algorithmes de reconnaissance d'images, couplés à des bases cadastrales. Et si tu es auto-entrepreneur, tu es automatiquement croisé avec l'URSSAF, l'INSEE, la CAF, la CPAM, la DGFiP et même France Travail. Un écart de déclaration, une incohérence dans tes revenus déclarés, un clic suffit pour déclencher un contrôle automatisé. Et pendant ce temps, la liberté d'information, elle aussi, se dégrade. L'Arcom, ou Haute Autorité de la Censure pour les intimes, peut suspendre ou faire fermer un média en ligne ou une chaîne de télévision sur la base d'un simple manquement à la dignité, ou d'un déséquilibre du débat, épaulé par le Conseil d'État, qui attribue des étiquettes politiques à des personnalités pour décompter leur temps de parole. Et tout cela sans juge, sans contradictoire, juste sur la base d'un signalement administratif. La CNIL, censée défendre les citoyens face aux abus numériques, s'attaque aux PME, aux particuliers, aux petites plateformes. Mais ne dit absolument rien quand c'est l'État lui-même qui croise les bases de données personnelles à grande échelle, sans consentement explicite. Par exemple, le fichier TES, qui regroupe les données biométriques de plus de 60 millions de Français, a été validé, sans débat parlementaire réel. On vit dans un pays où tout est surveillé, tout est fiché, tout est analysé, au nom de la transparence, de la fraude, de la sécurité ou de la cohésion. Mais plus personne ne sait qui surveille les surveillants. Et encore moins comment sortir du système si on veut simplement être libre. Tu ne choisis plus d'être dans le système. Tu es par défaut considéré comme à l'intérieur et potentiellement fautif. Voilà le vrai visage de la République. Un citoyen libre, mais libre sous conditions, sous alerte, sous surveillance. La liberté, ce n'est pas un mot sur une devise. C'est la possibilité de faire des choix, d'en assumer les conséquences et de ne pas dépendre de l'arbitraire d'un guichet. Cette liberté recule chaque jour, étouffée sous les formulaires, les algorithmes, les obligations, les seuils, les contrôles. Elle recule pour les citoyens qui veulent dire ce qu'ils pensent sans avoir à justifier leur ton, leur vocabulaire ou leur légitimité. Il est temps de dire les choses. La liberté n'est pas une variable d'ajustement, ce n'est pas une case à cocher ni un privilège à conditionner. C'est la base de toute démocratie digne de ce nom. Et tant qu'on préférera la gestion à la responsabilité, la contrainte à la confiance et le soupçon à la liberté, alors ce pays ne sera plus un pays libre.
L'égalité n'est plus un principe, c'est devenu une obsession. Et sous prétexte de garantir une société plus juste, on a inventé une machine à broyer tout ce qui dépasse. Aujourd'hui, on ne devrait plus parler de droits égaux, mais d'équité ou d'égalitarisme. L'État ne traite pas tous les citoyens de manière égale. Il veut tirer tout le monde vers le même résultat final, indépendamment des efforts, des sacrifices ou du mérite. Et le résultat, c'est ce qu'on appelle l'équité, un autre mot pour désigner une inégalité légalisée, au profit de ceux qui ne produisent rien et aux dépens de ceux qui tirent le pays. La France est le pays qui redistribue le plus au monde. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité budgétaire. En 2023, 888 milliards d'euros ont été versés en prestations sociales, tous régimes confondus. Retraite, chômage, RSA, APL, allocation familiale, aide énergie, bourse, minima sociaux, exonération, et j'en passe. Cela représente 31,5% du PIB. Autrement dit, un tiers de toute la richesse produite chaque année est directement captée puis redistribuée. Selon l'Institut des politiques publiques, la moitié des ménages français reçoivent davantage de prestations sociales qu'ils ne payent d'impôts et de cotisations. Ce qui veut dire qu'une minorité finance les revenus d'une majorité. Ce n'est plus de la solidarité, c'est une économie administrée par la redistribution, où le travail devient la variable d'ajustement. Par exemple, un salarié du secteur privé qui gagne 2500 € net par mois contribue, charges incluses, à hauteur d'environ 45 000 € par an au système public. Charges salariales, patronales, TVA, taxes indirectes, impôts sur le revenu, pour en citer quelques-uns. En échange, il ne touche rien. Ni APL, ni aide, ni bourse pour ses enfants, ni réduction d'impôts. Il finance le système sans jamais en bénéficier. Et malgré cette redistribution massive, la pauvreté monétaire stagne à 14,5% depuis plus de 15 ans, montée cette année à 15%. Les inégalités perçues ne diminuent pas, malgré les transferts sociaux. Les classes moyennes décrochent, et les actifs payent pour des gens qu'on incite à ne rien faire. Parce que ce que la France appelle l'égalité, ce n'est pas l'égalité des droits. Ce n'est pas garantir à chacun les mêmes chances de départ. C'est compenser les différences de résultats jusqu'à faire d'un échec une rente à vie. Tu n'as pas réussi, on te paye. Tu n'as pas produit, on t'assiste. Tu n'as pas fait d'efforts, on te protège. Et si tu réussis, on t'explique que tu dois redistribuer encore plus au nom de cette équité abstraite. C'est ça aujourd'hui la solidarité à la française. Une punition fiscale pour les producteurs et une rente d'existence pour les assistés. Prenons un exemple très simple, très courant. Un adulte seul sans activité touche 607 € de RSA par mois. À ça s'ajoute jusqu'à 350 € d'APL, la complémentaire santé solidaire qui équivaut à 30 € d'économie par mois, des tarifs sociaux sur l'électricité, le transport, la cantine, les musées, etc. Pour un total net disponible de 1000 à 1100 € par mois sans travailler. Maintenant, imaginons que cette personne accepte un mi-temps payé au SMIC, soit environ 700 € net mensuels. Conséquence immédiate, le RSA est partiellement voire totalement supprimé, l'APL est fortement réduite, la CSS est conditionnée et parfois rendue, certaines aides sociales sautent, les impôts, eux, peuvent commencer à s'appliquer. Résultat net, dans certains cas, la personne gagne 100 à 150 € de moins en travaillant à mi-temps qu'en restant au RSA. C'est ça l'égalité à la française. Un système qui décourage activement la reprise d'activité en transformant chaque euro gagné en piège fiscal. Et ce n'est pas marginal. Selon une étude de l'INSEE, 45% des allocataires potentiels du RSA refusent une activité partielle ou un CDD par peur de perdre leurs aides. Et parmi ceux qui tentent le retour à l'emploi, moins de 7% conservent un emploi stable après 12 mois. Ce n'est pas une anomalie du système, c'est le cœur de sa logique actuelle. Maintenir les bénéficiaires dans une forme de dépendance rationnelle, où travailler devient un mauvais calcul. Et ce piège des effets de seuil ne concerne pas que le RSA. Un couple avec 2 enfants qui dépasse de quelques dizaines d'euros le plafond pour une bourse perd l'équivalent de 1200 € d'aide par an. Un salarié qui obtient une prime ou une augmentation peut voir ses allocations logement ou familiales diminuer brutalement. Un étudiant non boursier qui travaille à côté de ses études n'a droit à rien, alors qu'un boursier qui redouble conserve tous ses droits. Ce système, soi-disant équitable, ne vise pas à récompenser l'effort ou le mérite. Il vise à conserver les gens dans leurs cases socio-administratives, sans jamais les encourager à s'en sortir. Mais tant que tout le monde est traité pareil, c'est-à-dire piégé dans un plafond de verre, les gestionnaires du système vous diront qu'il est juste. Chaque année, la France dépense plus de 130 milliards d'euros pour la protection sociale, hors retraite et santé. C'est l'équivalent de plus de 4 fois le budget de l'éducation nationale. Et pourtant, aucun indicateur structurel n'a progressé depuis 2 décennies. Le taux de pauvreté vient d'atteindre 15%, un record, soit environ 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Pire encore, la pauvreté française est plus durable que chez nos voisins. En Allemagne, un individu pauvre reste dans cette situation en moyenne 2,5 ans. En France, 5,3 en moyenne. Cela veut dire que les dispositifs d'aide ne permettent pas de s'en sortir, ils entretiennent, ils stabilisent. Selon une note de la Cour des comptes, les politiques sociales françaises sont moins efficaces que la moyenne européenne pour réduire les inégalités à moyen terme malgré un coût supérieur.
En fait, on ne cherche plus à élever les gens, on administre leur précarité. Le pauvre devient un statut, une condition gérée par CASCAF, où on ne cherche ni la responsabilité, ni la liberté, mais le maintien. Une personne au RSA ne peut cumuler pleinement activité et droits sociaux. Un étudiant défavorisé obtient une bourse mais aucun accompagnement vers un parcours valorisant. Un allocataire AAH peut voir ses revenus baisser s'il accepte un emploi partiel, ce qui le dissuade de tester ses capacités professionnelles. Tout est conçu pour stabiliser le bénéficiaire dans sa dépendance, et pour sanctionner toute velléité d'autonomie. Tu es en train de couler, l'État te lance une bouée, mais il t'attache les mains. Parce que si tu essaies de nager, tu risques de sortir du système, et ça, ce n'est pas équitable. La répartition est devenue en France une mécanique de spoliation tranquille, une confiscation en douceur, technocratique, sans violence apparente, mais d'une brutalité économique bien réelle pour ceux qui produisent. Un salarié médian en France, c'est environ 2100 € net par mois. Mais pour qu'il touche cette somme, son employeur débourse près de 3960 €. Ensuite, ce salarié paye en moyenne 10% de TVA sur la majorité de ses dépenses. Au total, 60% de ce qu'il produit retourne à l'État, sous forme de charges, d'impôts directs et indirects. Et en échange, rien. Pas d'aide sociale parce qu'il gagne trop. Pas de niche fiscale parce qu'il n'est ni une multinationale, ni une fondation, ni une entreprise publique. Pas d'optimisation possible parce qu'il est trop pauvre pour avoir un conseiller fiscal, mais trop riche pour avoir un conseiller CAF. Il est dans la zone grise. Trop riche pour être aidé, trop pauvre pour être protégé, et surtout, entièrement exposé. Et pendant ce temps, un foyer au RSA perçoit jusqu'à 1200 € par mois, sans cotiser à rien. Un allocataire de l'APL voit ses augmentations de loyer couvertes par la collectivité. Un héritier d'allocation sociale ne paye aucune taxe de transmission de droits sociaux, car cette rente n'est pas transmissible, mais elle est renouvelable à volonté. Voilà la justice sociale selon l'administration française. On punit ceux qui produisent, on subventionne ceux qui consomment sans rien créer, et on traite les deux comme s'ils devaient finir exactement au même endroit. C'est l'illusion d'une égalité morale entre des trajectoires de vie radicalement différentes, fondées non sur la liberté, mais sur la neutralisation des différences. Tu travailles plus, tu payes plus, tu épargnes, on te prend une part, tu veux transmettre, on te pénalise. Et si tu te contentes de dépendre, on te remercie avec des prestations, un statut social, et parfois plus de pouvoir d'achat réel qu'un travailleur à temps partiel. La vraie égalité, c'est simple. C'est reconnaître les efforts, les choix, la prise de risque, et construire un système où chacun a les mêmes règles de départ, pas la même ligne d'arrivée. Une société libre génère des inégalités de situation. Le rôle de la justice n'est pas de les annuler, mais de garantir que leur origine reste légitime. L'effort, le talent, le risque, et non le passe-droit. Mais en France, l'égalité a été détournée en une idéologie de la compensation automatique, où le critère central n'est plus ce que tu fais, mais ce que tu n'as pas. Peu importe ton parcours, peu importe tes efforts, tes sacrifices, ta discipline. Ce qui compte, c'est ton manque statistique, évalué par des grilles anonymes et des barèmes sociaux. L'égalité, la vraie, ne consiste pas à nier les écarts. Elle les accepte comme une réalité humaine, économique, et surtout, elle refuse de les aplatir au bulldozer administratif. Une société équitable ne cherche pas à produire des clones, mais à permettre à chacun d'aller aussi loin que possible selon ses choix, ses efforts, ses talents. Elle protège les plus fragiles, mais elle honore ceux qui prennent les risques, qui travaillent dur, qui veulent transmettre, qui veulent bâtir. Elle n'a pas peur des inégalités issues de la liberté, mais elle combat celles issues du privilège, de l'entrave ou de l'arbitraire. La France ne manque pas de moyens. Avec plus de 1600 milliards € de dépenses publiques par an, elle a les ressources d'un empire. Mais elle en fait un usage de province paralysée, enfermée dans ses totems, ses postures, ses peurs idéologiques. Elle manque de clarté, de cohérence et surtout de courage. Le courage de dire une chose simple, mais devenue tabou. La justice, ce n'est pas de donner la même chose à tout le monde. C'est de laisser chacun aller aussi loin qu'il le peut, sans le freiner pour satisfaire l'illusion d'égalité. Il est temps de sortir du mensonge de l'égalité de résultat. Non pas pour abandonner ceux qui ont besoin d'aide, mais pour libérer ceux qui ont la capacité de réussir. Et qu'on retient aujourd'hui au nom d'une soi-disant égalité. Parce que si on continue à égaliser tout, les revenus, les conditions, les héritages, les opportunités, les chances, les risques, alors on finira par égaliser aussi les frustrations, les échecs et les renoncements. Une société juste, ce n'est pas une société où tout le monde finit au même point. C'est une société où personne n'est empêché d'avancer, ni forcé de stagner, ni sommé de se justifier de réussir. On a parlé de liberté, cette liberté qui se réduit à remplir des formulaires sous surveillance. On a parlé d'égalité, devenue une machine à niveler, fiscaliser et encadrer les trajectoires. Sans ces deux piliers, le troisième ne peut pas exister, la fraternité. Mais de quelle fraternité parle-t-on ? Celle des citoyens entre eux ?
ou celle que l'État prétend organiser. En France, la fraternité a cessé d'être un lien humain, de citoyen à citoyen. La fraternité n'est plus sur la base du volontariat, émanant d'une volonté individuelle solidaire à l'égard de son compatriote. La fraternité n'émerge plus de la bonté d'un être humain envers son voisin, prêt à réaliser une bonne action pour le bien de sa communauté. Elle est devenue un système froid, coercitif et inhumain. À l'origine, la fraternité ce n'était pas un programme politique, ni un formulaire CAF. C'était un élan naturel entre personnes libres, une solidarité choisie, humaine, responsable. C'était la main tendue, pas la main qui exige. C'était la chaleur d'un voisin, pas la froideur d'une case à cocher. C'était l'initiative d'un groupe, pas l'injonction d'un ministre. La fraternité reposait sur 3 piliers simples: l'égalité en dignité, la liberté d'agir et la réciprocité. Je t'aide parce que je le veux, pas parce qu'on me l'ordonne. Tu m'aides parce que tu le peux, pas parce que tu y es contraint. Nous nous reconnaissons comme semblables, donc responsables l'un envers l'autre. C'est ce qui rendait cette fraternité puissante. Elle engageait, elle responsabilisait, elle renforçait le tissu social sans le rigidifier. Historiquement, c'est cette forme de fraternité qui a fait la force des communautés locales, des corps intermédiaires, des sociétés de secours mutuels, bien avant l'État-providence. Mais aujourd'hui, cette fraternité a été nationalisée, déshumanisée, centralisée. On ne regarde plus son voisin, on remplit une ligne sur sa déclaration. Et c'est une machine qui décide si l'autre mérite ton aide, avec un barème, une condition de ressources, un code APE et un justificatif d'IBAN. Et à force de transformer un geste en procédure, on a tué la relation. La solidarité n'est plus un choix, c'est un mécanisme automatique, impersonnel et obligatoire. Une fraternité déléguée à l'État, transformée en ligne comptable et en prélèvement mensuel. Et à aucun moment tu ne choisis à qui va ton aide. À aucun moment tu ne sais si elle est utile, efficace ou juste. Tu donnes par contrainte, l'État redistribue par calcul. Et l'ensemble fonctionne sans regard, sans lien, sans conscience. Ici, la fraternité n'est plus une vertu citoyenne, c'est un acte fiscal. Tu ne tends plus la main à ton voisin. Tu verses ton IR, ta CSG, ta TVA, et l'administration aide à ta place. Mal, lentement, et surtout, en soupçonnant tout le monde de fraude potentielle. Tu as besoin d'aide? Fournis 10 justificatifs, attends 3 mois, et prépare-toi à un contrôle. Tu crées une entreprise pour être autonome, tu es suspect, tu profites du système si tu touches encore une aide, tu es jugé instable si tu n'as pas de CDI. Et si tu critiques ce modèle, tu n'es plus un citoyen inquiet, tu es un égoïste, un libéral, un ennemi de la solidarité nationale. Comme si la seule vraie solidarité passait forcément par un guichet. Et ce glissement à la fraternité libre, à la fraternité fiscale, a tout changé. Il a déresponsabilisé les individus, il a supprimé les initiatives locales, et il a institué une forme de solidarité coercitive, où plus personne ne se sent concerné, mais tout le monde se sent lésé. Tu veux aider une association? Tu dois rédiger des statuts conformes, les faire enregistrer en préfecture, obtenir un numéro RNA, puis déclarer chaque don, chaque cotisation, chaque dépense. Et si tu dépasses un seuil de recettes, tu es requalifié en structure fiscalisée. Bienvenue dans le labyrinthe. Tu veux héberger un proche sans loyer? Tu es suspecté de fraude à l'APL, de logement fictif, de revenus dissimulés. Dans certains cas, les CAF requalifient la situation comme un avantage en nature imposable. La vraie entraide est surveillée, encadrée, conditionnée, et surtout dissuadée. Et pendant ce temps, ceux qui vivent entièrement du système sans contribution, sans projet, sont désignés comme ayant droit. Ce n'est plus une aide, c'est une créance sociale automatique, intouchable, non négociable. Ceux qui créent, donnent, transmettent ou veulent agir hors cadre sont fiscalement sanctionnés, moralement suspectés, administrativement freinés. Tu veux léguer un bien à ton filleul, 55% de droits de succession. Tu veux financer une bourse d'études via une fondation privée? Tu devras négocier avec les services sociaux pour être reconnu d'utilité publique. Tu veux distribuer des repas aux sans-abri dans un parc? Interdit sans autorisation municipale. Voilà où mène la fausse fraternité. Plus de lien direct entre les gens, plus de réciprocité naturelle, plus de confiance dans les intentions. Juste des flux d'argent anonymes, des formulaires contrôlés, des prestations monitorées, et une société entière traitée comme potentiellement déviante si elle agit sans autorisation. La main tendue est remplacée par un guichet, la confiance par le soupçon, et la solidarité par la conformité. La vraie fraternité ne se décrète pas par décret. Elle ne se verse pas en prestations, elle ne s'administre pas depuis un bureau. Elle se construit dans la liberté, dans la responsabilité et dans le respect. Une société fraternelle, ce n'est pas une société qui égalise les revenus. C'est une société qui reconnaît les efforts, qui récompense la solidarité réelle, qui encourage la transmission, l'initiative et l'attention de voisinage. Il est temps de sortir de la fraternité sous contrainte. Il est temps de reconstruire des liens directs, du local, du tangible. Pas pour tout déléguer à l'État, mais pour redevenir des citoyens capables de solidarité sans soumission. Parce qu'à force de faire semblant d'aimer tout le monde, on finit par ne plus être responsable de personne.
3 mots, 3 principes, 3 symboles. La liberté comme point de départ. Parce qu'un être humain sans liberté n'est ni responsable, ni digne. L'égalité comme cadre, non pas pour rendre tout le monde identique, mais pour garantir à chacun le même droit de tenter, d'échouer, de réussir. Et la fraternité comme aboutissement, parce qu'une société libre et équitable ne peut que tendre vers le lien, le soin, la solidarité entre égaux. C'est une devise parfaite. Elle est claire, logique, sans emphase. Elle ne promet pas le paradis, elle propose un cadre compris et désiré par tous, mais peu à peu déformé, régulièrement instrumentalisé, souvent vidé de son sens, et parfois même ouvertement renversé. Et ce qui devait rassembler est devenu une mécanique froide, sans visage. La loi doit garantir à chacun la liberté de travailler, de posséder, de disposer de sa personne, de ses facultés, de ses biens. En un mot, de vivre et de se perfectionner. Aujourd'hui, la liberté est devenue une permission. L'égalité est devenue une contrainte. La fraternité est devenue une ligne budgétaire. Chacune de ces valeurs a été vidée de son contenu, pour mieux être recyclée dans un discours institutionnel creux. On les invoque pour justifier ce qui les contredit. On les inscrit sur les murs, pendant qu'on les efface dans les faits. Mais ces mots-là ne sont pas morts. À chaque lecture, écoute ou pensée de ces mots, de cette devise, de cette promesse, le même sourire, le même espoir, le même rêve. Lire ces mots me fait sourire à l'idée qu'ils puissent encore guider nos pas. Entendre cette devise me fait espérer qu'elle rallume en nous le feu du commun. Penser à cette promesse me fait rêver du jour où elle reprendra son sens. Non, ces mots ne sont pas morts, ils sont en attente d'être compris à nouveau, sans les filtres du confort ou de l'habitude, en attente de citoyens capables de les revendiquer sans les trahir, en attente d'une génération qui préfère la responsabilité au refuge, la clarté à l'ambiguïté, en attente d'être rétablis dans leur sens premier, non pas une doctrine d'État, mais une boussole pour l'action humaine, un pacte entre égaux, un souffle commun dans une société adulte. Alors oui, plus que jamais, liberté, égalité, fraternité. Pas comme des slogans vides de sens, mais comme des exigences, à redéfinir, à défendre, mais surtout, à incarner.